Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Mesdames et messieurs, j'accueille avec plaisir cette semaine M. Hatim Marwan, consultant économique et pédagogique et directeur d'inscription de la publicité des droits actuellement au ministère de la Justice au Québec. Il a aussi occupé différents postes stratégiques en milieu financier, tant au Maroc qu'au Canada. M. Marwan détient un doctorat en économie à l'Université de Perpignan, une maîtrise en gestion du patrimoine de l'Université des Marseilles et un DESS en enseignement supérieur de l'Université de Montréal. Et actuellement, président fondateur de l'association marocaine de gestion de patrimoine et membre de l'Ordre des administrateurs du Québec et de l'Association des économistes québécois et du comité de direction de laboratoire interdisciplinaire de recherche en enseignement supérieur à l'Université de Montréal. Ces recherches portent sur l'économie du savoir et l'employabilité de la profession enseignante. Il est membre de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, auteur du livre « Gestion du patrimoine et comportement de l'épargne privée au Maroc ». Monsieur Marwan, je vous souhaite la bienvenue chez Agora et ici Télévision. Merci, ravi de vous rencontrer. Ça fait plaisir de vous accueillir. Bon, alors, c'est une émission sur l'économie, là, en général, mais on va parler de gestion de patrimoine. Vous avez beaucoup de compétences, là. C'est une belle polyvalence, on va dire. Auteur du livre « Gestion du patrimoine et comportement de l'épargne privée au Maroc », un livre que vous avez écrit sur la gestion du patrimoine en général. Comment est-ce que vous définirez ce concept-là de la gestion du patrimoine en général? Et puis, est-ce que la gestion du patrimoine peut être uniquement financière? Alors, ce livre-là que j'avais écrit il y a quelque temps sur la gestion de patrimoine et sur l'épargne, il portait du vécu. Le vécu m'inspirait, mon quotidien m'inspirait parce que je voyais que j'étais banquier à un certain moment et je voyais beaucoup de problématiques sur le terrain, que je voyais des clients, des investisseurs, comment ils plaçaient leur argent, comment ils épargnaient. Leur rapport avec l'argent était pour moi quelque chose qui était très symbolique et je me suis intéressé au sujet-là. Et je me suis dit comment on peut comprendre la dynamique de constitution de l'épargne. Pas uniquement au Maroc, mais au sens large, un peu partout. Et c'est là où j'ai trouvé que il y avait des aspects psychologiques, sociologiques sur lesquels il fallait jeter un peu de la lumière pour pouvoir comprendre quel est notre rapport avec l'argent, comment on dépense notre argent, comment on peut, à partir de l'épargne, qui est juste une mécanique, ou une mécanique plutôt de constitution d'un patrimoine, pour constituer un stock qu'on appellera le patrimoine, comment ça se dessine au Maroc. Et c'est là où je trouvais que je touchais à un sujet tabou au Maroc, parce que c'était, à un certain moment, parler de son épargne, c'était pas très simple, c'était pas très... Les gens n'ont pas, ils n'ont pas tendance à en parler. On va en parler à son banquier, on va pas parler à son frère ou à sa sœur, on va en parler à son banquier ou uniquement quand on est pris par les contraintes, on va parler de son épargne. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui s'inspirent de de la sociologie marocaine, de la culture marocaine. Et même, je me suis même là-dedans intéressé à qui est la classe bourgeoise marocaine qui concentrait une bonne partie de l'épargne privée détenue au Maroc, qui étaient les grandes familles qui détenaient un patrimoine, des actifs, du stock patrimonial, un stock d'actifs assez intéressant. Je trouvais que c'était, je regardais un peu l'histoire, il y avait beaucoup de liens avec le colonialisme parce que c'était à la base des commerçants, c'est des commerçants qui étaient proches du sultan à l'époque, du pouvoir, et qui faisait que ils avaient c'était une sorte de noblesse qui leur permettait d'accumuler un certain nombre de richesses. Puis par la suite, avec le colonialisme et la sortie du colonialisme surtout, la loi sur la marocanisation par la suite, un certain nombre de familles se sont retrouvées dans le clan de la bourgeoisie, ce qui leur permettait de développer un patrimoine. Puis il y a eu d'autres générations qui se sont succédées par la suite. Il y a la génération des self-made men aussi, parce qu'il y a certains jeunes des années 70, voire même des années 80,
qui ont développé leurs propres projets et qui leur ont permis de développer aussi un patrimoine et aussi certains aussi certaines personnes qui étaient des Marocains résidant à l'étranger qui sont partis s'inspirer des modèles un peu étrangers qu'on a vus et qui sont venus les mettre en place sur le territoire marocain, ce qui leur a permis aussi d'avoir une ascension socio-économique. Mais aussi, il y a eu la dernière génération qu'on a pu trouver, c'est aussi des personnes avec le boom économique qu'a eu le Maroc depuis les années 2000, une économie de consommation, une économie bâtie sur l'immobilier, qui a fait que certains propriétaires de fonciers, de terres, sont retrouvés en train de... Leurs avoirs fonciers sont valorisés naturellement et qu'ils ont vendu leurs actifs, ils se sont retrouvés avec des richesses, de l'argent, des capitaux. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là que le rôle de la gestion patrimoine devient très important, parce que c'est comment structurer, comment gérer, comment développer. Oui. Et je l'écris dans le livre, je dis que le rôle aussi de système financier qui va lui prendre en charge cette épargne-là, la capter, aider à la structurer. N'oublions pas qu'on est un pays où la notion de pierre est très importante, la notion d'avoir beaucoup plus un actif immobilier ou foncier est beaucoup plus importante qu'avoir un compte bancaire. Oui. Donc, il fallait que cette transformation ou un équilibre en tenant compte des billets culturels soit là pour qu'on puisse aller chercher à avoir un équilibre entre l'immobilier financier et le rôle des banquiers du système financier dans la structuration de cette épargne financière qui est utile aussi à l'économie marocaine pour qu'on puisse financer valablement d'autres choses. Donc là, on retient que normalement, il faut avoir cette culture d'épargne. Bien sûr. Quelque part pour aller de l'avant avec une bonne gestion de notre patrimoine là. On va faire juste une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre émission aujourd'hui, elle a une allure économique. Là, je veux dire, mon invité, M. Hatim Marouane, il est docteur en économie. On est en train de parler de son livre Gestion du patrimoine et comportement de l'épargne privée au Maroc, une approche analytique, justement, dans ce livre, contenu dans ce livre, Gestion du patrimoine. On va faire une pause, donc on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Hatim Marouane est mon invité de ce jeudi chez Agora, ici Télévision. On parle livre, mais aussi on parle économie. Nous vivons dans un contexte actuel, on peut l'appeler un post-Covid ou après-Covid, hein. Oui. Appelons-le comme ça. Donc, on parlait justement de la gestion du patrimoine, de son rôle, justement, chez plusieurs familles, d'où le rôle aussi de la culture, de l'épargne. La culture d'épargne qui peut être validée chez certaines personnes, qui peut être adoptée ou non par certaines entités, certains individus, certains non aussi. Je veux dire, le contexte économique actuel où l'on vit, M. Marouane, au Québec, comment est-ce que vous l'analysez après le Covid au Québec, je pense? Est-ce qu'on est sous l'impact d'une mondialisation des effets de l'impact du Covid dans chaque pays? Est-ce que ça s'est généralisé? Comment est-ce que vous le voyez au Québec, justement? Quel est le regard que vous y portez? Alors, moi, j'ai envie de dire que peut-être on est aujourd'hui sous l'ère l'après-Covid ne ressemble plus à ce qu'on était avant l'an 2000. C'est sûr. La relation avec l'épargne, la relation avec la finance, et je pense que c'est un parfait exemple pour dire comment on consomme, comment on dépense nos revenus. Il y a 5 ans par rapport à aujourd'hui, c'est plus la même chose. J'irai encore plus loin que le Covid. Moi, je dirais même, on est dans l'ère, même de 2020 à 2025, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la guerre Russie-Ukraine, il y a eu l'inflation qui s'est dégénérée par la suite. Et il y a eu il y a aujourd'hui la guerre commerciale qu'on a vue depuis peu de temps, depuis l'an dernier. Il y a eu beaucoup d'événements qui impactent aujourd'hui le milieu économique et qui impactent naturellement aussi l'épargne. Aujourd'hui, on est dans un environnement où on doit revoir un peu nos cartes au milieu économique et comment on peut utiliser nos ressources, comment on peut tisser des partenariats vis-à-vis du monde extérieur qui sont créateurs de valeur
On n'est plus dans un monde où il y a juste un pôle ou deux pôles, un partenaire ou deux partenaires. Il faut aller chercher beaucoup plus d'options pour pouvoir créer de la richesse et créer de la valeur ajoutée. Et il faut aller chercher à allouer les ressources valablement, avoir donc un contexte budgétaire un peu plus précis, un peu plus pertinent. On va chercher à optimiser nos ressources et chercher beaucoup plus de productivité et efficacité. Donc, ça, c'est un milieu budgétaire, mais je dirais la même chose si je prends le parallèle avec le milieu financier, avec l'épargne. On va dire la même chose. Il nous faut une épargne beaucoup plus fructueuse, enfin, beaucoup plus valorisée, j'ai envie de dire. Une épargne beaucoup plus répondante aux besoins de ses détenteurs. Aujourd'hui, les clients d'aujourd'hui sont assez regardants sur ce que rapporte cette épargne versus le risque qui entoure cette épargne-là. Oui. Risque systémique, c'est le risque des marchés financiers, les risques du système politique, les risques aussi environnementaux, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette logique-là. Cette année-là, on a vu que c'est quasiment une année de sécheresse, si je peux en parler. Ici au Québec, on a vu le niveau d'eau en ensemble des bassins qui sont sur le territoire. Ce qui veut dire que, pardon, on est dans une logique de plusieurs triptyques de risques qu'il va falloir prendre en considération pour pouvoir justement manager, gérer cette épargne de manière à ce qu'on trouve l'équilibre entre les risques qui nous entourent et toujours la développer pour qu'on puisse répondre aux besoins de ses détenteurs. Très bien. Je vais rappeler que vous êtes président fondateur de l'Association marocaine de gestion du patrimoine et membre de l'Ordre des administrateurs du Québec. Est-ce que vous pensez, M. Marouane, qu'on peut opérer une approche comparatiste entre le Maroc, je veux dire, et le Canada? Parce que le Canada, on parle d'un certain fédéralisme, il y a des provinces qui s'autogèrent, et puis bon, ils ont des limites là, il y a des pouvoirs, oui, des pouvoirs non, des pouvoirs consentis par le fédéral ou non. En quoi l'économie du Maroc et le Canada se rejoignent et en quoi ils divergent? Alors, première des choses, c'est deux territoires différents, c'est deux populations différentes, bien qu'il y a beaucoup de points communs. Le point commun, c'est que je dirais qu'il y a le Maroc et le Canada, ce sont deux pays aujourd'hui qui cherchent à développer des partenariats externes, vu le contexte dont on vient de parler. Oui. Donc aujourd'hui, on est en train de chercher à élargir nos options de développement économique. Je pense que le Maroc, il a pris une dimension économique très intéressante aujourd'hui. Quand on circule au Maroc, on trouve qu'on est en pleine croissance, et une croissance qui dépasse les 4% en ce moment. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a une effervescence économique, il y a plein de chantiers, il y a plein de constructions, il y a plein d'investissements. Il capte des investissements aujourd'hui qui font de lui peut-être un hub sur le territoire africain. Oui. Et le premier secteur dans lequel le Maroc constitue un hub, c'est le secteur financier, et parce que c'est le tremplin vers les pays d'Afrique. Et là-dedans, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle à faire avec le marché canadien, le marché bancaire canadien, parce que le marché bancaire canadien et le marché bancaire marocain, on trouve dans les deux quelques similitudes. On trouve, c'est un marché où il y a 6-7 grands joueurs qui opèrent, qui servent la population, qui servent l'économie locale. Et la même chose que je trouve ici, si je prends les 6-7 principaux opérateurs. Comme Desjardins, là. Desjardins, RBC, TD, etc. C'est des opérateurs qui sont connus. Donc, elles servent aussi une population de la même dimension, de 40 millions quasiment en moyenne. On va trouver la même chose quasiment dans les deux pays, mais avec des secteurs diversifiés. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui aussi au Maroc, comme ce qu'on a aujourd'hui au Canada, c'est qu'on a une logique de dimension de développement territorial qui est extrêmement importante. Si au Canada, on a la rive côte Est et la côte ouest, et un petit peu, on peut mettre le côté Ontario avec le Québec. Oui. Et aujourd'hui, on veut développer le Canada de manière un peu plus équilibrée, que toutes les provinces sentent qu'il y a de la croissance, de la dynamique économique. Au Maroc, on a cette même dynamique aujourd'hui. On ne veut plus que ce soit juste une histoire, la croissance et le développement soit juste uniquement le littoral, que ce soit même dans le Maroc profond dans l'Atlas et l'arrière-Atlas, que ça se développe aussi. Donc il y a plein de projets aussi qui se développent, d'infrastructures ferroviaires, routières, sanitaires aussi qui se développent. Et donc je pense qu'on est sur la même... Les sujets sont quasiment les mêmes. C'est l'approche ou l'œil avec lequel on les voit et on l'exécute. C'est là où il y a la dimension de divergence. C'est le regard, très bien. Eh bien, on va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille M. Hatim Marouane.
docteur en économie. Et notre émission pour aujourd'hui, ça parle d'économie et surtout aussi à propos de son gestion de patrimoine et comportement d'épargne privée au Maroc. On vous retrouve. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Hatim Marouane, mon invité chez Agora, ici Télévision aujourd'hui. On continue notre conversation. Une question qui revient souvent, comment concilier performance financière et responsabilité sociale? Oui, c'est un sujet clé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des épargnants et des consommateurs de manière générale, c'est qu'on veut être responsable de ses actions, et être responsable de ses choix. Choix de consommation, mais pas uniquement la consommation, choix de l'épargne aussi. Quand on veut investir, il ne faudrait pas qu'on investisse dans quelque chose qui va nous revenir, qui peut être taché, en quelque sorte, en matière de climat, de responsabilité sociale, et j'en passe. Alors, comment concilier? C'est qu'aujourd'hui, le système financier, globalement, parce que je fais toujours le lien entre l'investissement, l'épargne et le système financier, parce que c'est le vecteur par lequel passe l'acte d'investissement et d'épargne. Il a aujourd'hui compris le message, il a intégré dans ses politiques de distribution. C'est qu'on a aujourd'hui des outils qui nous permettent d'épargner respectant ces principes de conformité éthique. Okay. Et on a des fonds d'investissement. Il y a plusieurs opérateurs qui ont développé des fonds d'investissement qui respectent un certain nombre de règles éthiques ou de l'environnement ou de l'équité sociale, qui comprennent les questions du genre aussi, qui vont redistribuer certaines parts de revenus pour certaines populations ou franges de la population qui en ont besoin. Oui. Donc, et ça existe de part et d'autre. Au Maroc, bien évidemment, on l'a. Aujourd'hui, les opérateurs commencent. Ils l'ont fait depuis quelque temps. Bien évidemment, ici au Canada, depuis quelque temps. Donc, je pense aussi qu'il y a une prise de conscience d'une bonne partie des épargnants aussi pour pouvoir aller de l'avant, aller chercher à s'inscrire dans cette dynamique, placer de manière responsable ou investir de manière conforme à la déontologie. Voilà, et surtout mettre l'humain à l'intérieur. Hein. Mettre l'humain à l'intérieur parce qu'on sait qu'on n'est plus sur la Terre globalement depuis quelque temps, depuis je pense les dernières années, on n'est plus sur une Terre où il y a un équilibre entre les ressources et la consommation. Donc on est en déficit, on consomme plus que ce que nous avons comme ressources. Donc, et cette prise de conscience commence à prendre de l'élan, et ce qui va dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on s'inscrive dans cette dynamique tout de suite. Excellent. Quel conseil donneriez-vous, M. Hatim Marouane, à une famille qui veut sécuriser l'avenir de ses enfants au Canada? Est-ce que, sur la même longueur d'onde, est-ce que vous pensez que l'éducation financière aussi, est-ce qu'elle peut être enseignée, là, je veux dire, dans les écoles? Moi, je pense que l'éducation financière, pour une famille, par exemple, vous avez cité, cher ami, l'épargne pour une famille. Oui. L'épargne pour une famille, moi, je dirais, ça commence déjà à la famille avant d'arriver à l'école. Le rapport avec l'argent, c'est extrêmement important. Moi, je dirais, c'est à la maison qu'il faudrait qu'on enseigne à nos enfants comment on dépense, comment on choisit, comment on consomme déjà avant de dépenser, comment on consomme à la maison. Oui. Il faut éviter le gâchis. Éviter la surconsommation. Les dépenses superflues. Les dépenses superflues. Et c'est à partir de là que commence déjà l'éducation financière, selon moi. Et à partir de là, on va, bien sûr, il y a tous les programmes qui sont gouvernementaux d'éducation financière qui sont enseignés à l'école, où bien sûr, ils viendront rajouter une couche parce que nos enfants vont grandir avec. Et ce n'est pas juste l'événement d'une année ou une deuxième année ou 2-3 ans d'école. Non, ça doit être, selon moi, tout au long du cursus scolaire, je dirais même au-delà, pour pouvoir permettre à nos jeunes aujourd'hui de pouvoir adopter un comportement valable avec l'argent, mais en même temps d'épargner, d'investir, mais de ne pas seulement d'épargner, d'investir et se tomber dans le piège d'avoir l'argent facile, parce que nos jeunes aujourd'hui peuvent le voir comme ça. Il faudrait plutôt chercher à épargner sur le long terme et continuer à dire
on ne fait pas des études juste pour pouvoir gagner de l'argent, on fait des études déjà pour se développer, pour pouvoir grandir intellectuellement, pour pouvoir aller contribuer encore plus efficacement à la communauté. Mais en parallèle, on a cette éducation financière qui va nous permettre de, une fois qu'on a un revenu, une fois qu'on a un projet, une fois qu'on est dans l'esprit d'un entrepreneur, comment faire pour qu'on cristallise ce capital, on le développe, mais en même temps on le cristallise. Il y a un effet cliquet qu'il va falloir chercher, c'est qu'il va falloir sécuriser tout ce qu'on a comme patrimoine. Exactement. Donc, et puis, bon, là, on retiendra que les jeunes, là, il faudrait qu'ils commencent à épargner à un plus jeune âge. Là, une fois que vous êtes au secondaire, là, votre premier boulot, c'est comme une retenue à la source. Tu laisses 5 $, 10, 20, un peu Mettre plus. un pourcentage. Mettre un pourcentage. Pour mettre un pourcentage. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que, bien sûr, une fois qu'on aura satisfait nos premiers besoins physiologiques, les besoins qui sont connus sur la pyramide de Maslow, de dire les besoins physiologiques d'abord, et après on va vers la suite. On va vers la suite, très bien. Un projet d'avenir, Monsieur Marouane, guide de l'épargne au Maroc. Bon, ben, on n'en dira pas plus, mais c'est un projet d'avenir. Là, voulez-vous nous dire juste quelques mots Oui, alors en fait, c'est dans la continuité. C'est des sujets que j'aime bien baigner encore là-dedans. Je pense qu'il y a encore des choses à dire. Donc l'idée, c'est de partir aider encore la communauté localement pour pouvoir structurer son action d'épargne. Rappelons-nous, j'avais dit au départ, c'était presque un tabou il y a quelques années. Maintenant, c'est accessible à tout le monde. Mais c'est encore une fois, maintenant que c'est accessible à tout le monde, il va falloir orienter, aider. Il y a plein de choses qui se font par les opérateurs localement. Mais là, on veut aller encore rajouter une couche supplémentaire avec cette rappel-là. Là, c'est un guide. Hein. Rarement qu'on trouve des guides, à part si c'est un guide de la moto, un guide au Maroc, n'est-ce pas? Mais ça, c'est vraiment... Mais là, vous contribuez aussi, hein, n'est-ce pas, à incruster cette culture qui est normalement de la responsabilité des parents, plus ou moins, doit-on dire. C'est la responsabilité de tout un parent. On ne va pas mettre les autorités là-dedans. Et ce n'est pas les autorités, ce n'est pas les opérateurs financiers, c'est l'éducation de tout un chacun, tout un citoyen dans le rapport avec l'argent. Et pour pouvoir simplifier, démystifier qu'est-ce que c'est que l'acte d'épargne et pour pouvoir jouer un rôle d'efficacité là-dedans. Excellent, M. Hatim Marouane. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation chez Agora. IC Télévision, économiste, administrateur agréé. Je vais encore rappeler que c'est une association qui est assez récente, association marocaine de gestion de patrimoine. C'est tout frais, on est en train de développer ça. Voilà, alors voilà, donc c'est assez récent. Merci beaucoup. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, chez Agora, IC Télévision, chaque jeudi à 15h30. Branchez-vous chez IC Télévision. Au revoir.